Ok. Je vais vous lancer. Rentrons à notre site internet. Toujours notre site. Voilà, nous sommes sur notre site internet. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà. C'est une session de motivation à l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, nous formons des gens où nous poussons les gens, où nous influençons les gens à entreprendre, à devenir des entrepreneurs. Pour cette session ici, allons-y là-bas. Voilà, nous avons ce sujet ici. Nous avons ce sujet ici. Nous disons, devons-nous entreprendre ou devons-nous attendre les investisseurs pour mieux vivre? Vous pouvez voir? Vous voyez ça? Ok. Ça, c'est mon nom. Maintenant, allons ici. De quoi il va s'agir aujourd'hui? Nous allons essayer d'expliquer pourquoi nous avons choisi ce sujet. Et puis, on va essayer de parler un tout petit peu des objectifs de ce séminaire. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre après ce séminaire ou ce genre de séminaire? Il y a la présentation du guest speaker, c'est moi-même, vous le connaissez déjà. On va parler un peu du contenu de ce séminaire. Il y aura la conclusion et puis vous allez poser des questions. Pour cela, il y a justement 20 slides. Ça ne va pas prendre très long. Pourquoi nous avons choisi ces sujets? Nous avons observé, parce que la vie de quelqu'un, un être humain, doit baser sa vie sur l'observation. L'observation, c'est la toute première chose qu'un humain doit se servir. Il faut observer, observer, observer. Regardez, regardez tout autour de vous. Ça, c'est primordial dans la vie. Si vous ne regardez pas suffisamment, si vous n'observez pas suffisamment ce qui se fait, ce qui se passe, il vous est difficile d'évoluer dans la vie ou de changer les conditions de votre vie. Tout se fait par observation. Miso fungwama. Fungola miso. Fungola miso. Matoi. Fungola matoi. Matoi eyokaka. Eyokaka. C'est de cette façon-là que vous allez trouver des voies pour passer devant les obstacles. L'obstacle ici, c'est quoi? L'obstacle ici, c'est le chômage. Le chômage, il est en Europe, il est en Amérique, il est en Asie, il est en Océanie, il est en Afrique et au Congo.
Mais maintenant qu'est-ce que les autres font pour quitter le chômage et la vie difficile? Les gens ont trouvé que c'est par l'entrepreneuriat que l'homme parvient à trouver des solutions du chômage. Vous me suivez? OK. Maintenant, allons-y au troisième slide. L'objectif ou les objectifs, c'est quoi? Les objectifs que nous voulons atteindre dans ce séminaire, c'est de vous faire comprendre les causes et les effets du chômage des masses. Beaucoup de gens dans le chômage à travers le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Nous allons voir quelles sont les causes et nous allons voir aussi quels sont les effets. Et ceci va aller des années précédentes, anciennes, à aujourd'hui. C'est ce que les gens ici ont fait ou font pour quitter le chômage. Si vous suivez les médias, vous allez entendre que le taux de chômage a baissé dans tel pays, ou le gouvernement de tel, le président tel a créé, il y a eu création d'emplois. Aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce que cela signifie. Et celui qui a des oreilles pour suivre ce que nous disons là, s'il comprend à l'aide des observations, il va voir la lumière et prendre l'orientation qu'il faut pour sa vie. Deuxième objectif, il y en a d'autres évidemment, je n'ai retenu que deux, apporter l'éclairage sur les voies et les pistes de sortie du chômage des générations. Ce n'est pas normal que quelqu'un termine les études, la formation, il reste dans le chômage pendant 5, 10, 20 ans, 30 ans. Ceux qui viennent après lui vont dans la formation, dans les études, ils terminent, ils s'ajoutent dans le chômage. Et ça devient toute une génération, 2 générations, mais les gens n'arrivent toujours pas à se poser des questions. Pourquoi les gens anciens travaillaient, mais les gens actuels, même avec des gros diplômes, ne travaillent pas? Et on est là en train de regarder, on se retrouve avec 1, 2 générations de gens qui ne travaillent pas et avec risque de transmettre comme héritage aux enfants le chômage aussi. Il faut s'arrêter et se poser des questions et proposer des voies de sortie, des pistes de sortie. C'est cela que j'appelle voie de sortie de la crise générationnelle. Maintenant, nous allons passer à un autre point qui est moi-même. C'est déjà fait d'ailleurs. On avait déjà fait ça.
Je me suis déjà présenté, je pense. Un instant. Je me suis déjà présenté. Maintenant, on va aller avec des questions. Ça sera sur base des questions. Essayons de répondre. De quoi vivaient les gens, les humains dans la société traditionnelle avant l'arrivée du système d'emploi et salaire? Les gens vivaient de quoi? Regardez ces images. Vous pouvez voir ça? Pouvez-vous voir ces images? On voit? Oui. Bon. Ils mangeaient de quoi? La cueillette, la chasse, la pêche, n'est-ce pas? Et l'agriculture. Leur vie n'était que ça. Ils n'avaient pas du travail pour travailler chez quelqu'un. Ils travaillaient pour eux-mêmes. Ils n'avaient pas de salaire, c'est-à-dire l'argent, mais ils travaillaient pour leur nourriture, leur logement et leur vie, leur médecine. Docteur, chez nous, nos ancêtres se soignaient aussi, hein? avec, avec ce que vous appelez les feuilles, la médecine traditionnelle. Hein? Oui, des plantes médicinales. Des plantes médicinales. Vous savez, une parenthèse, quand je faisais mon mémoire de licence, j'ai travaillé sur une plante médicinale. J'ai fait des études phytochimiques de ça. Oui, c'était une plante là qu'on appelle en Kikongo, Kilembanza ou quelque chose comme ça. Mon directeur de mémoire, je ne sais pas s'il est encore en vie, à la faculté de sciences à l'université de Kinshasa, là, professeur Babadi Bila. C'est lui qui était mon directeur de mémoire. J'ai fait un peu des études sur cette plante-là, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Malheureusement, à cette époque-là, on fait des études et ça reste dans les syllabus et c'est tout. Et quelques échantillons, point et trait, on n'évolue pas avec les recherches. Bon, revenons ici. Dans la société traditionnelle, comment les gens vivaient, on a vu. Maintenant, essayons de voir un peu cette vidéo, s'il vous plaît. Soyez attentifs. On ne prend pas toutes les vidéos, on prend seulement les extraits. Vous voyez? Pouvez-vous voir ça? Bon, regardez un peu, ce n'est pas tout à fait traditionnel, mais quelque chose comme ça. Donc, regardez un peu comment les gens vivaient. Vous voyez comment ils montent sur le palmier. Ils coupent le régime de noix. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur?
Oui, ils coupent le régime de noix de palme. Donc, les gens montaient eux-mêmes dans des villages, ils coupent le régime de noix, ils font de l'huile pour utiliser à la cuisine ou bien pour vendre chez des blancs qui venaient un peu. Bon, entre parenthèses, je reviens encore. Mon nom, la signification, c'est exactement ça, hein, régime de noix. Vous me suivez? Kintwamba, c'est justement la signification de mon nom, c'est régime de noix. Kintwamba. Kintwamba. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est ça la signification de mon nom là que vous voyez Kintwamba. C'est régime de noix. C'est une pure coïncidence. Bon, suivez un peu. Vous voyez la vie? Regardez comment ils se battent. Là, il est en train de me couper. Hein? Coupe le régime de noix. Et avec ça, il pouvait vivre. Ce régime de noix là, ces histoires de déchets là, à part l'huile, ça fait aussi sortir des champignons. Et ces champignons là, ça se consomme aussi dans la contrée d'où moi je viens. Alors, revenons à notre syllabus. On a vu comment la vie traditionnelle est. Maintenant, allons au point suivant. Travail de l'humain dans la société traditionnelle. Quels sont les avantages de travailler comme ça? Les messieurs là qui travaillent comme ça, quels sont les avantages? Est-ce qu'il entreprend ou pas? Ce monsieur qui fait comme ça, est-ce qu'il est en train d'entreprendre ou pas? Vous m'écoutez? Oui. Bon, j'attends votre réponse. Ce monsieur que nous avons vu qui monte, qui coupe le régime de noix, il commence à faire de l'huile. Est-ce qu'il est en train d'entreprendre ou pas dans le village? Oui. Oui. Maintenant, quels sont les avantages? C'est ce que j'ai mis là au tableau. L'affiche est là, le slide qui est là. Quels sont les avantages? Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de délestage alimentaire. Donc, ils ont du moins tous les jours la possibilité d'avoir à manger. Ils ne dépendent de personne. Dans des villages, la société fait qu'il n'y a pas des inégalités. Il n'y a pas de gens qui sont trop riches. Il n'y a pas de gens qui sont trop pauvres. Tout le monde a du moins quelque chose à manger. Tout le monde peut aussi trouver quelque chose pour survivre. Il n'y a pas assez de criminalité dans ces conditions-là. Parce que la criminalité souvent est due à la pauvreté. On manque. Quand on manque, ça pousse à la criminalité. Même ici. Mais évidemment, chez nous, c'est un peu plus parce que la pauvreté est tellement que les gens s'adonnent à ça. Ici, toute personne a droit à un minimum. Même s'il ne travaille pas, l'État est à mesure de lui donner le minimum pour qu'il puisse survivre. Il y a maintenant aussi une vie paisible de la population. Les gens vivent un peu en paix dans des villages parce qu'ils ne dépendent pas des salaires, ils ne travaillent pas pour des gens, ils travaillent pour eux-mêmes. Alors,
maintenant, pour être à mesure de travailler comme ça, est-ce qu'ils apprennent, ils obtiennent des formations, oui ou non, les jeunes, filles comme garçons? Ils obtiennent, ils donnent la formation, l'éducation, l'instruction à leur jeunesse, oui ou non? Oui, ils donnaient, oui, ils donnaient. Pour que les gars soient en mesure de monter sur le palmier, il doit avoir reçu la formation auprès de ses parents. Ce n'était pas dans une salle, un auditoire, une salle de classe avec un enseignant qui se tient comme moi debout comme ça, mais par observation et par les récits que leurs parents leur disaient. C'est ainsi, on appelle ça une éducation là qui était diffuse. Et la formation était gratuite. Tout enfant à l'âge de la jeunesse devait bénéficier d'une formation, d'une éducation gratuitement. D'où personne n'a raté la formation, personne n'a raté l'éducation. Voilà l'avantage de cette période-là, traditionnelle. Si c'est une fille, on lui apprenait comment pêcher, comment préparer le foufou par exemple, comment préparer les légumes, et comment balayer la maison. Si c'était un garçon, on lui apprenait comment faire le champ, comment faire le boisson de palme, hein, le masangambila, des choses comme ça. On lui apprenait. Et il ne payait pratiquement pas quelque chose. Et ils menaient leur vie. Et ils étaient bien dans des villages. Ça, c'est avant. Mais maintenant, avançons. Regardez cette image. Avec l'évolution, on a constaté que dans des villages maintenant, de quoi vivent les populations. Regardez les images. Ici en bas. Il y a quelque chose qui s'est ajouté. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Pardon? Ils avaient la cueillette, la chasse, la pêche et un peu l'argent qui intervient. N'est-ce pas? Donc, la vie actuellement dans des villages se fait ainsi. Ils font la pêche, ils font la chasse, ils font la cueillette et l'argent qui intervient entre leurs mains, c'est ceux qui font des petits commerces. Quand ils vendent leurs produits, ils commencent à toucher l'argent. Donc l'argent entre maintenant en jeu. Ils ont entrepris eux-mêmes, pas pour quelqu'un, travailler pour quelqu'un, mais travailler pour eux-mêmes. Mais ils ont commencé à avoir besoin d'acheter. Et pour acheter, ils ont commencé à vendre le produit de leur travail, de leur entreprise. Et maintenant, regardez comment leur vie change. Il n'y a toujours pas de chômage, oui ou non? Oui. Pas de salaire, oui ou non? Il y a l'alimentation plus ou moins assurée. La vie est plus ou moins paisible dans les villages. La vie est plus ou moins paisible. Je dirais ceci, dernièrement, on a eu un cas malheureux dans la famille.
j'ai riais avec un de mes neveux qui est venu du village. Il est venu à Kinshasa. Je l'ai trouvé beaucoup plus solide que les gens qui habitent à Kinshasa. Alors, on riait avec lui. Je me dis, mais comment? Toi, tu vis au village, mais tu es en très bonne santé. Pourquoi? Parce que lui, du moins, le problème de l'alimentation n'est pas vraiment un grand problème. Il peut toujours trouver et il vit un peu en paix. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de la SNEL pour avoir à préparer. Il n'a pas besoin de la régie des eaux pour boire de l'eau. L'eau est quelque part à la source. C'est ainsi qu'il est solide. Donc, c'est ça la vie des gens du village actuellement. Il n'y a pas aussi beaucoup d'inégalités sociales. Ce n'est pas très remarquable. Pourquoi? Parce que toute personne qui a un peu de force physique est à mesure de travailler et avoir le minimum. La criminalité n'est pas non plus connue, à part le fait qu'ils ont adopté le système d'éducation des enfants qui n'est plus traditionnel. Donc, en envoyant leurs enfants à l'éducation, à l'école, ces écoles-là leur demandent de l'argent. Ils sont obligés donc de vendre une partie de leur entreprise, de leur production, pour avoir l'argent que j'ai mis le signe de dollar là. Ce signe de dollar, c'est pour acheter soit du sel, soit des habits, du savon, des médicaments et scolariser leurs enfants. Mais à part ça, leur vie est équilibrée. Passons maintenant à la question suivante. Si nous allons maintenant dans des villes, dans des cités, donc sociétés modernes, telles que là où vous êtes, regardez ces images. Qu'est-ce qu'on constate? De quoi ils vivent? Regardez l'image ici, à gauche. Chez vous, ça doit être... oui, à gauche, oui, ça. C'est quoi? Non, ici. Ils sont en train de travailler dans une usine, non? Vous ne voyez pas ça? Ici. On voit très bien, il y a des caisses fabriquées dans l'usine avec beaucoup de filles en train de... Voilà. Les gens actuellement... oui, les gens actuellement dans des villes, ils travaillent. Nous sommes maintenant dans une société de travail et salaire. Les gens, quand ils travaillent, on leur paye l'argent. Vous voyez le symbole là que j'ai mis. Quand on leur paye l'argent, c'est alors ils vont au marché pour acheter à manger. N'est-ce pas? Bon, mais au village, ils ne vont pas acheter à manger. Ils ne vont pas acheter à manger. Ils travaillent pour eux, ils ont leur nourriture. Mais dans la ville, vous devez travailler, vous avez de l'argent, et puis vous pouvez aller acheter à manger. Ou vous devez vendre, avoir l'argent et acheter à manger pour votre famille. C'est ce qu'on observe pratiquement chez nous. Les mamans sortent très tôt pour aller faire du petit commerce, vendre de l'eau, vendre des safou, vendre les pondous, tout ça, pour permettre à la famille de survivre. Et pour faire le ménage, on a le souci d'avoir l'électricité pour avoir la lumière dans la maison, l'électricité dans la maison.
Donc, ils mènent une vie, vous menez une vie totalement différente de la vie traditionnelle et de la vie des gens qui vivent dans des villages. Votre style de vie, vos conditions pour bien vivre sont différentes des gens dans les milieux ruraux. Maintenant, allons ici. On arrive dans ce qu'on appelle société d'emploi et salaire. On évolue petit à petit. Société d'emploi et salaire avec des investisseurs. Des investisseurs sont ces gens-là qui viennent avec l'argent, ils créent du travail, ils créent des emplois pour les gens. À la fin de la semaine, comme ici dans le système anglophone, ils payent le salaire aux gens. Dans d'autres pays, on paye à la fin du mois aux gens. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont besoin de beaucoup de gens pour faire leur travail. Ça, c'est dans le temps, il y a quelques années. Regardons maintenant comment était ce genre de travail dans cette vidéo numéro ici. Voilà ce que les investisseurs ont amené. Comment? Le deuxième là. Hein? Le deuxième là. Ouais, c'est pas abouti, hein? Moi, il y a un seul. Ça, c'est ce que les investisseurs ont amené. Ce que nous appelons les investisseurs. Ils ont besoin de beaucoup de travailleurs. Les gens doivent aller travailler, avoir les salaires pour vivre. Maintenant, en travaillant comme ça, avec le salaire chez des investisseurs, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque que la société fonctionne plus grâce à ces gens-là, créateurs d'emplois qu'on appelle des investisseurs. Ces gens-là, ils donnent des salaires. À part les salaires, les gens font des petits commerces pour vivre. Et ceux qui ne peuvent pas trouver du travail, ceux qui ne peuvent pas faire de petits commerces, ils sont maintenant dans le chômage. Ils étaient dans le chômage, puisque ça, c'est des années avant. Mais le chômage n'était pas très accentué. Voilà pourquoi on pense que les investisseurs sont très importants parce qu'ils donnaient du travail. Et ils donnaient les salaires. Mais si on regarde très bien, on va évoluer. Vous allez comprendre que l'alimentation mangée grâce au salaire n'est pas une garantie. Si on vous donne un salaire qui est maigre, vous n'arriverez pas à bien manger, vous n'arriverez pas à vous acheter tout ce que vous avez besoin. D'où les investisseurs sont-ils vraiment importants? Nous arriverons vers la fin où on va répondre à cette question. Ou pour mieux vivre, il faut vraiment des investisseurs. Il faut qu'on attende des investisseurs. Nous allons arriver vers la fin et nous allons tous prendre l'option
qui convient. La vie devient déséquilibrée. Ceux qui ont du travail, avec un bon salaire, ça va. Ceux qui ont du travail, qui n'ont pas un bon salaire, ils sont misérables. Entre parenthèses, hier, j'ai suivi une vidéo de travailleurs de, je sais pas, moi, c'est, si c'est Congo Futur ou quoi, qui sont en grève, où les chauffeurs font des voyages, des remorques, on leur paye 100, 120 dollars par mois après avoir passé des nuits trop risquées dans des voyages. Et les patrons, les Libanais, ne veulent pas qu'ils puissent prendre même un temps pour manger quelque chose ou se reposer un tout petit peu. Mais pour un salaire de misère, tu as sommeil, tu dois conduire. Tu ne peux pas t'arrêter pour te reposer, dire que non, je me repose aujourd'hui correctement. C'est hier, on a visionné ça. Ça, ce sont des investisseurs que nous prions. Il y a différenciation et inégalité sociale. Avec les investisseurs, la vie commence à connaître des inégalités. Il y en a qui sont très bien, il y en a malgré qu'ils travaillent qui sont misérables. Il y a la criminalité qui s'est ajoutée. On voit des koulounas par-ci, par-là, parce que la vie n'est pas bonne. Maintenant, allons-y un peu. Dans la société des emplois et salaires, quand maintenant la technologie est entrée dans le travail. Quand la technologie est entrée dans le travail, regardons la vidéo. Cette fois-ci, la technologie entre dans le travail. Les machines remplacent l'homme. Suivez cette vidéo un tout petit peu. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment se fait la cueillette, la récolte plutôt? Comment ça se fait? Par la machine. Cela veut dire que l'investisseur a trouvé que ce n'est plus important d'avoir beaucoup de travailleurs. Rien qu'avec l'invention de ces machines, il fait tourner son entreprise. Suivons. Qu'est-ce que nous observons là? Cette machine-là, ça fait quoi? Le labour. Donc, là où l'investisseur utilisait beaucoup de travailleurs, beaucoup de gens pour labourer manuellement, il a remplacé ça par des machines. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne veut pas de travailleurs. Donc l'investisseur, les grands investisseurs, ils rêvent toujours comment faire son argent
sans nécessairement avoir de travailleurs. Et ils sont en train d'aller petit à petit. Voilà. Nous voyons très bien que les investisseurs utilisent de plus en plus de machines. Ils remplacent l'humain par des machines. Comme conséquence, il y a quoi? Il y a suppression de l'emploi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur, l'investisseur est en train de remplacer l'humain par des machines. Donc, il détruit les emplois. Il tue les emplois. Notre question est, faut-il attendre des investisseurs ou faut-il entreprendre pour mieux vivre? Voilà pourquoi je vous montre ce genre de choses pour qu'à la fin, que vous puissiez avoir la réponse à la question. Avec des machines qui sont intervenues, l'investisseur peut faire des grandes étendues avec une petite main-d'œuvre. Il a juste une machine comme ça qui cultive, qui laboure, qui récolte. Il n'a pas besoin de gens. Et quand il prend ces produits-là, tels que les riz, là, il vient au marché, il vous vend, il prend l'argent, il s'en va. Il n'a pas besoin de vous actuellement. Alors, avec cette façon-là de travailler, le chômage de masse, il y a maintenant beaucoup de chômeurs dans des sociétés, dans la communauté, dans des pays. C'est ainsi qu'on trouve beaucoup de chômage. C'est ça la cause. Une des causes, il y en a plusieurs. Il y a moins de personnes qui sont salariées. Très peu de gens maintenant travaillent, donc très peu ont des salaires. La vie devient misérable. C'est ainsi qu'on trouve beaucoup de gens sans emploi, beaucoup de gens misérables. Et maintenant, pour éduquer ces enfants, ça devient un problème. Vous n'avez pas de salaire. Comment vous allez envoyer votre enfant obtenir une éducation? D'où il y a une discrimination. Il y a de ceux qui font des études, il y a de ceux qui n'étudient pas. Les causes sont ça, entre autres. Et la criminalité aussi a accentué. Parce que si on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir l'argent pour manger. Les gens s'adonnent à la criminalité pour voler, arracher ce que les autres ont pour qu'eux aussi puissent aller manger. Donc, maintenant, posez-vous la question. Ces gens-là qui ont investi dans des machines comme ça, dans le temps, ils créent des usines, ils engagent beaucoup de travailleurs. Quand ils engagent des travailleurs, il y a ce qu'on appelle les avantages sociaux qu'il faut que l'investisseur puisse mettre en place. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de construire des maisons pour des travailleurs. Si vous allez dans des provinces, vous allez voir des camps des ouvriers qui travaillaient dans des sociétés. Mais je pense même dans le Katanga là-bas,
où on creusait le minerai, tout ça. On construisait des maisons pour les ouvriers. Après avoir construit des maisons, les ouvriers doivent se marier et mettre au monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'investisseur doit construire des hôpitaux pour soigner les travailleurs, leurs enfants et leurs femmes. Et comme ils sont nombreux, l'investisseur est obligé de faire quoi? De construire des écoles pour que les enfants des ouvriers aillent étudier. Tout cela, ça constitue une charge pour des investisseurs. Et avec l'évolution, les investisseurs ne veulent plus ce genre de business. Ils ne veulent plus. Les investisseurs actuellement ne veulent plus ce genre de business où il doit venir, il doit construire ça, 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 il doit supporter ça, ça et avoir une marge bénéficiaire très réduite. Voilà les causes des fuites des investisseurs. Les investisseurs ne fuient pas des partis politiques. Ils ne fuient pas les partis politiques. Ils ne fuient pas l'instabilité politique. Pas ça. Les investisseurs, oui, évidemment, peut-être, pas en grand pourcentage. En grand pourcentage, les investisseurs fuient là où ils voient que ça va trop lui demander. Parce que lui, son objectif, c'est de faire l'argent et gagner, et c'est tout. Maintenant, posons-nous la question. Si dans les temps, pour faire les champs tels que des sucriers, dans les vers Mbazangoum ou là-bas, je pense, pour faire les huiles de palme, ils devaient construire des usines, avoir des ouvriers pour faire les champs de maïs, beaucoup d'ouvriers. Aujourd'hui, dites-moi, si les investisseurs doivent venir au pays, ce qu'on attend, ils vont venir avec des technologies ou ils vont venir utiliser les gens pour leur faire le travail à la main et ça prend des mois et des mois. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Ils vont utiliser la technologie. C'est comme ça qu'ils font aujourd'hui, partout dans le monde. Ils vont utiliser leur machine là. Il vient, on lui donne une grande étendue. Il met ses machines avec très peu de gens. Très peu. Tout le reste de la population dans le chômage. D'où penser qu'il faut attendre les investisseurs. Je ne sais pas. Faut-il continuer à attendre des investisseurs? Je ne sais pas. À moins que l'on n'ait pas vraiment l'essence de l'observation, comme j'ai dit, observer. Ce que je vous dis ici, ce sont des choses que j'ai écrites par l'observation. Je vis ici, vous vivez là-bas, je regarde à travers le monde comment l'évolution est en train d'être faite. J'ai compris que ce genre d'investisseurs qui venaient faire des champs, comme c'était dans le temps avec beaucoup de travailleurs, qui venaient faire des plantations avec beaucoup de travailleurs, pour donner du travail aux gens, je ne vois pas ces investisseurs revenir dans nos pays. Je ne vois pas. S'ils viennent, ils viendront avec des technologies comme ça. Maintenant, où est-ce que les autres vont trouver du travail? Et une entreprise qui peut fonctionner avec 100 travailleurs, lui avec 10 travailleurs seulement, l'entreprise fonctionne et il gagne son argent. Parce que pour un investisseur, ce sont ses intérêts qui comptent. Il investit 10 dollars, il gagne 90 dollars. Voilà le business actuellement, comment ça fonctionne. Dans les temps, il fallait investir 100 dollars
Et là, dans le temps, il fallait investir 90 $ pour gagner 10 $. Après avoir enlevé les dépenses, les travailleurs, les hôpitaux des travailleurs, les écoliers, des charges là. Et lui, il reste avec 10 $. Mais avec les machines, il investit seulement 10 $ en achetant ces machines avec du personnel qualifié et il fait des bénéfices de 90 $. Donc, le business a inversé. Le modèle de business dans le monde a inversé. On fait maintenant beaucoup plus de profit avec peu du personnel. Mais chez nous, les gens n'ont pas encore commencé à comprendre cette réalité. C'est ainsi, on continue toujours à attendre les investisseurs. Ces gens, s'ils venaient, ils viendront pour faire ce que moi, je vous montre là. Pas le contraire. Alors maintenant, on arrive pratiquement à la fin. Maintenant que nous sommes dans la société d'emploi et salaire avec numérisation, donc l'informatique entre dans la danse. Il y a d'abord la technologie qui est entrée dans la danse. Maintenant, il y a l'informatique qui vient encore s'ajouter. L'informatique, comme je dis toujours, c'est une arme très dangereuse pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle tue le travail en masse. C'est elle qui est à la base. L'informatique est à la base du chômage très accentué qu'on vit aujourd'hui. Mais aussi, ceux qui sont dedans, ils créent du travail facilement avec l'informatique. Suivons un peu. Avec l'informatique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez suivre cette vidéo. Dans cette commerçante de l'ouest de Londres, voici Suivez cette vidéo, écoutez ça très bien, c'est en français. Dans cette rue commerçante de l'ouest de Londres, voici le magasin qui veut révolutionner les supermarchés. Ces rayons sont classiques, mais il n'y a ici aucune caisse, même automatique. Les clients se servent et s'en vont sans jamais sortir leur carte bancaire. Avec ce concept déjà lancé aux États-Unis, Amazon part à l'assaut du secteur de l'alimentaire en Europe. Pour entrer, je dois impérativement avoir un compte chez le géant américain. Un QR code permet de franchir les portiques. Puis le moindre de mes gestes, et surtout de mes achats, est observé de très près. Ce sont en fait toutes ces caméras que vous voyez installées un peu partout au plafond qui repèrent en direct chaque article que je vais choisir. Alors on va essayer, on va commencer avec du pain de mie et normalement je recevrai automatiquement sur mon adresse mail la facture en sortant du magasin. Les caméras sont partout, une par mètre carré environ. Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale, mais d'intelligence artificielle selon Amazon. À travers les rayons, je suis suivi en permanence. L'entreprise promet que son système établit avec une parfaite précision la liste de mes provisions. A priori, on peut faire tout ce qu'on fait dans un magasin classique, c'est-à-dire par exemple prendre un produit puis finalement le remettre en rayon. On peut également sélectionner deux produits en même temps, là, deux oranges. On va voir si les caméras le repèrent. En sortant du magasin, je n'ai aucune démarche à faire. Le montant de mes achats est prélevé automatiquement sur la carte bancaire, enregistrée dans mon compte Amazon. La facture est envoyée après un quart d'heure. Ça y est, j'ai reçu mon ticket de caisse par mail, donc tout est exact, il n'y a aucune erreur. Les produits sont correctement référencés dans leur bonne quantité. Ceux que j'ai remis en rayon n'apparaissent pas. Cette technologie interroge sur la protection de la vie privée. OK. Revenons ici. Vous voyez l'informatique, ce que ça fait. Vous avez suivi, je pense, la vidéo. Est-ce que dans un magasin comme tel, les gens peuvent aller trouver du travail comme des caissiers? Peuvent trouver du travail comme magasinier?
Non. Alors, quand vous attendez les investisseurs actuels, ils s'amènent, ils ouvrent un grand magasin en ville avec cette technologie ici, bien informatisée. Dites-moi, il va vendre ou pas? Il amène un magasin comme ça, il installe, où il n'y a pas de caissier, il n'y a pas de vendeur, les gens entrent, ils prennent des produits et ils ne sortent pas l'argent pour payer, ils partent, mais l'argent, par voie électronique, quitte la banque du client, ça va chez l'investisseur. Il va vendre, oui ou non? Bon, est-ce qu'il a besoin de gens pour travailler pour lui? Beaucoup de gens? Non. Voilà les causes encore du chômage de masse que nous voyons à travers le monde et notamment chez nous en RDC. Donc, l'informatique massacre les emplois, mais ceux qui sont derrière la création de ces systèmes-là, les informaticiens, leur travail est là. Il détruit le travail des autres. Mais lui, son travail est toujours là parce qu'il est là en train de créer. Il est là en train d'améliorer les technologies. Il est là toujours en train d'aller de l'avant. Quand vous allez au chômage, lui, il est toujours en train de travailler. Il est toujours. Et s'il forme ses enfants dans ce domaine de l'informatique, ces enfants auront toujours du travail. Parce que le monde aujourd'hui ne peut pas retourner vers le manque de technologie. Le monde aujourd'hui ne fera qu'aller vers la technologie. On va toujours utiliser la technologie. Voilà pourquoi je disais, apprenez l'informatique, encouragez les vôtres à apprendre l'informatique et à être calés dans ce domaine. Parce qu'on ne va plus reculer. Alors, avec cette informatisation des outils de travail, des entreprises, on voit que les travails sont détruits, les emplois sont détruits. Il y a la division. Aujourd'hui, vous et moi, on peut communiquer facilement comme ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas en mesure de faire ça. Il y a la division. Ces gens-là, ils sont comme des morts parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas entrer dans des magasins comme ça. Ils ne peuvent pas apprendre une formation à partir de quelqu'un qui est loin du Congo. Ils ne peuvent pas bénéficier d'une formation complète. Il va obtenir juste une petite formation là qui se limite juste dans un syllabus. Or, ça, ce sont les petites connaissances d'une personne. Mais quand vous êtes branché, vous êtes bien calé, vous avez les connaissances qui viennent de partout à travers le monde. Vous pouvez suivre un professeur du Canada, de l'Australie, de l'Angleterre, de France, de l'Afrique du Sud, du Kenya, n'importe où. Vous pouvez suivre des informations, des connaissances, des conférences à tout moment et avoir une tête qui est vraiment blindée. La tête devient blindée. Malheureusement, nous, on continue toujours à croire à l'ancien système des enseignements, à l'ancien système de formation de jeunesse, à l'ancien système d'attendre des gens qui nous amèneront du travail. Ils ne nous amèneront pas du travail. Parce que s'ils venaient, ils viendront avec ce genre de choses. Et nous n'allons pas toujours trouver du travail. L'informatique, ça indique là-bas, ça rend d'autres diplômes inutiles. Il y a des diplômes dans certains domaines qui deviennent inutiles
Ça devient inutile. Vous allez faire primaire 6 ans, secondaire 6 ans, université 5 ans, 7 ans. À la fin, vous êtes toujours inutile parce que les choses sont devenues informatisées. Alors, si par exemple, vous n'êtes pas calé en informatique, quel est celui-là qui viendra avec son entreprise de construction? Toi, tu es architecte, mais tu ne connais pas les softwares informatiques qui permettent de faire des designs. Il ne va pas vous embaucher. Il s'amène avec quelqu'un de son pays qui connaît cela. Et vous, vous êtes là, vous dites, oh, moi je suis ingénieur, j'ai terminé, il n'y a pas du travail. On ne va pas vous engager parce que dans cette entreprise-là, on n'utilise plus cette méthode antique. Voilà la vérité. Il faut que les architectes apprennent l'informatique, que les ingénieurs soient calés en informatique, à l'informatique de leur domaine. C'est cela. C'est cela, en fait. D'où certains diplômes ne valent plus la peine. Essayez maintenant de choisir quel domaine il faut apprendre qui vont résister. Qui, au cas où je dois chercher du travail, que je sois en mesure de trouver du travail. N'allez pas seulement étudier pour détruire ou dépenser votre argent pour rien. Il y a beaucoup de chômeurs à cause des technologies que je vous ai montrées actuellement à travers le monde et l'informatique. Il y a la criminalité aussi qui s'est beaucoup accentuée. Bon, maintenant allons ici. L'homme par nature est confronté par des menaces. Ne pensez pas que ce qu'on vit aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui. Non, ça a commencé depuis que l'homme est sur Terre. Il y a toujours des choses qui font que la vie de l'homme puisse être stoppée, que l'homme souffre. L'homme a toujours été devant des souffrances, mais l'homme a toujours cherché comment contourner les souffrances, comment trouver des solutions à ces souffrances. Alors, maintenant, si on compare l'homme étant entrepreneur, comme c'est un entrepreneur naturel, il est plus mieux de réfléchir. Faut-il être dans l'entrepreneuriat ou faut-il être dans l'attente? Je pense que l'homme a toujours cherché à être indépendant dans la vie. Voilà pourquoi vous aussi, il vous est conseillé de comprendre que depuis l'existence, l'homme a été entrepreneur. L'homme a été entrepreneur, chercher des solutions pour sa vie, travailler pour soi-même. Travailler pour soi-même, pour évoluer. Mais maintenant, comme nous sommes à l'ère numérique, comment vous devez entreprendre? Je ne vous demande pas d'entreprendre comme c'était dans le temps. Maintenant que vous avez l'informatique avec vous, essayez d'entreprendre soit soi-même, tu crées du travail pour toi-même, soit se mettre à 2, à 3, à 4 ou à 5 ou même plus pour entreprendre. L'entrepreneuriat est dans tous les domaines. Vous pouvez être au Congo, vous commencez une idée d'entreprendre et vous vous associez avec quelqu'un qui est n'importe quel coin du monde. Vous pouvez gérer votre entreprise ensemble. Vous pouvez travailler ensemble. Donc, c'est créer du travail pour soi-même et pour les autres. Ça permet la sécurité alimentaire, ça permet l'équilibre social et ça demande une éducation essentielle.
N'allez pas vous faire éduquer n'importe dans quelle histoire que vous trouvez ou qu'on vous présente. École ceci, université ceci, institut ceci, faculté ceci. Non. L'heure actuelle vous donne la liberté de choisir ce que vous devez apprendre, ce qui est important pour vous, pour votre vie, pour votre avenir. N'apprenez pas pour apprendre. N'allez pas dans une école parce que c'est tel nom. Dans une université parce que le nom c'est tel. Cherchez à savoir ce qu'on va m'apprendre là-bas, ça va m'aider à quoi? Si ça va vous aider à avoir le diplôme, c'est votre choix. Mais si ça va vous aider à la fin de la formation, à la fin des études, à travailler facilement ou à créer du travail pour vous-même, votre propre entreprise facilement, ça, ce sont des domaines, ça, ce sont les sciences ou les arts que vous devez du moins aller vers. N'allez pas par nom, par prestige, parce que regardez, observez. Il y a 10 ans, ceux qui ont terminé n'ont pas trouvé du travail. Ils n'ont pas pu créer de l'emploi pour eux. Il y a 20 ans, il y a 15 ans. Alors moi, je veux aller pour venir m'ajouter dans ces lots-là pour attendre les entrepreneurs et les investisseurs. Non, je vous ai montré que quand ils viennent, ils ne viendront pas pour engager beaucoup de gens à la fois. Ces temps-là, c'est démodé. Ils viendront avec des technologies qu'ils vont mettre en place pour avoir très peu de travailleurs. Dans des hôpitaux, par exemple, tels qu'ici, il y a des machines, vous arrivez, vous entrez, vous mettez votre main. La machine calcule votre taille, ça calcule votre poids, ça calcule votre tension artérielle directement. Mais dans le temps, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vous fait ces pesages-là, qui vous prélève la tension artérielle, des choses comme ça. Mais maintenant, avec ce genre de technologie, celui qu'on pouvait engager pour ce genre de travail, il devient chômeur. Parce que vous arrivez dans le centre hospitalier, centre médical, vous faites vous-même ces tests-là, vous-même. Ça vous indique là où vous mettre les yeux. Ça vous observe et ça voit déjà ce qu'il y a. Et la tendance est que bientôt, les technologies là seront à mesure de prescrire. L'ordonnance sort automatiquement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va devenir? On va être des grands chômeurs. Alors, quand vous attendez que les gens viennent avec ces investissements, ces modèles d'investissement archaïques, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Alors, si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, mettez dans la tête qu'il n'y aura pas de chômage si vous êtes entrepreneur. Il n'y aura pas de discrimination salariale parce que c'est vous-même qui vous payez selon vos besoins. Il n'y aura pas de perte d'emploi. Quand on est entrepreneur, c'est toute la vie. Toute la vie. On ne va pas un matin, on vient, non. Toi, le travail est fini aujourd'hui. Hein? Non. Hein? Vous aurez une vie plus ou moins équilibrée si vous êtes entrepreneur. Mais si vous êtes salarié, votre vie ne sera pas équilibrée. Vous êtes au moins indépendant. Voilà, maintenant, nous arrivons à la conclusion. La conclusion, nous disons que la vie socio-économique de l'humain est une question de choix. Cela veut dire quoi? Bien vivre ou ne pas bien vivre, c'est votre propre choix à vous. C'est votre choix à vous.
Ça ne doit pas être le choix de quelqu'un d'autre qui doit dire non, je vais lui donner ça pour qu'il puisse bien vivre. Non, c'est votre choix. Vous devez faire le choix. Est-ce que je dois bien vivre ou pas? Est-ce que je dois avoir l'argent pour vivre ou pas? C'est votre choix. Vous devez faire le choix. Il n'y a rien de nouveau. L'homme n'a rien inventé pour sa vie. Depuis le début, l'homme a été indépendant, a vécu dans l'indépendance. C'est ce système-là de l'emploi et salaire qui a amené l'homme à devenir dépendant. Sa vie devient misérable parce que celui qui vous utilise a tendance de ne pas donner ce qu'il faut aux travailleurs. Vous devez donc vous évoluer, évoluez-vous, suivez l'évolution du temps. Dans le temps, pour avoir une bonne vie, il fallait travailler. Mais actuellement, pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous pouvez avoir une bonne vie sans être engagé chez quelqu'un. Maintenant, il y a la question, quoi apprendre? Quoi faire et comment le faire? Apprenez ce que vous savez que ça va vous aider. N'apprenez pas des choses inutiles, des cours inutiles, des formations inutiles qui ne vont vous amener nulle part. Vous devez savoir choisir ce que vous devez apprendre dans la vie. N'allez pas parce que maman veut que je puisse aller là-bas, papa veut que je puisse aller là-bas, les amis veulent ou les amis ont été là-bas, moi aussi je vais. Non, 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 non. Vous devez être libre de choisir ce que vous devez apprendre. Ici en Europe, on trouve beaucoup de gens sans qualification aucune, mais qui ont beaucoup d'argent et ils vivent très bien. La preuve, les technologies que nous utilisons, Facebook, le gars qui a inventé ça, ils étaient un petit groupe d'étudiants. Ils n'ont pas de grands titres. Ils n'ont pas de grands titres. Quand ils ont inventé ça, ils n'avaient même pas le titre de bachelor. Bachelor, donc, le premier niveau de l'université, c'est ça qu'on appelle bachelor. Le second niveau d'université, c'est le master. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le doctorat, PhD. Eux, ils n'étaient qu'à ce niveau-là. Mais regardez comment ils dominent le monde entier. Et ils font combien d'argent? Donc, sachez choisir. Que personne ne vous impose ce que vous devez apprendre. C'est vous-même. Si vous voyez que là-bas où on m'envoie, je vais apprendre ça, 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 ça va me servir à trouver facilement du travail, allez-y. Ça va me permettre de créer un emploi après cette formation-là, allez-y. Mais si ça ne va pas vous aider soit à trouver facilement du travail, soit à créer votre propre entreprise, n'allez pas, refusez. Refusez. Alors, pensez toujours à votre indépendance économique, à être économiquement indépendante. Pensez toujours à devenir économiquement indépendante. Si votre domaine de formation ne vous permet pas de travailler, de trouver facilement du travail, alors vous pouvez créer votre propre travail grâce aux connaissances que vous avez apprises. Là, c'est une question de choix. Alors, pour terminer, il faut beaucoup observer, comme j'ai dit au début. Observez, toujours observer. Passez votre temps à beaucoup observer. Éduquez-vous. Suivez une bonne éducation et une bonne formation. Ces trois choses-là. Observez. Qu'est-ce que les gens font? Comment ils font? Et vous aussi, essayez de vous mettre dans le jeu. Soit toi-même, soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à 5, et vous commencez votre
entreprise. Maintenant, nous revenons à notre question après avoir regardé tout ce que j'ai montré ici comme vidéo et tout ce que j'ai dit. Vous êtes maintenant à mesure de répondre. Il faut entreprendre ou il faut attendre les investisseurs. Parce que moi, je vous dirais une chose. Quand nous on terminé l'université à Kinshasa là-bas, vers les années 85, j'entendais ce discours-là, les investisseurs, les investisseurs, les investisseurs, jusqu'à aujourd'hui. 85, aujourd'hui 2001, le même discours. Or, ici et dans d'autres pays, surtout anglophones, les mots-là, investisseurs, investisseurs, on les coûte à peine. Ici, on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que leur système d'enseignement parle plus investissement, entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat. Tandis que notre système là-bas, francophone, ça dit plus diplôme, diplôme, diplôme. Or, cette philosophie-là, cette façon de raisonner diplôme, 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 c'est ça qui cause du tort. On a beaucoup de chômage dans les sociétés, dans la communauté. Il faut plutôt changer entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat pour diminuer le chômage des masses. C'est ce que les pays anglophones font. Les pays anglophones, c'est ça. Ici où nous sommes, 80% ou 90% même de la population travaille dans des petites entreprises d'une ou deux ou trois personnes, ou quatre ou cinq ou 10. Ce n'est pas comme chez nous là-bas, au Régie des eaux, au SNEL, où il faut travailler à banque. Non, 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 non. Il y a des gens qui se constituent. Il est seul, il achète sa voiture, il commence son entreprise de transport. Il a une petite vanne, il fait sa livraison. Il a de l'espace, il crée un petit restaurant, ce que vous appelez Maléwa là-bas. Il a une salle, il crée un salon de coiffure, une seule, lui seul ou à deux. Ils sont à deux ou trois, il crée un cabinet médical. Nous appelons ça le GP ici. Chez nous, ici, avant d'aller à l'hôpital, je dois passer par le centre médical du quartier. Ce sont eux qui peuvent m'envoyer à l'hôpital. Je ne peux pas m'amener pour à l'hôpital directement. Non. Voilà comment les gens ici sont organisés et ils créent des emplois pour eux-mêmes. Et évidemment, la création des entreprises ici, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. C'est ainsi, nous avons cette formation que nous organisons au centre sur l'entrepreneuriat. Celui qui aimerait maintenant apprendre comment devenir entrepreneur ou qu'est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur et qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est entrepreneur, nous organisons une formation sur place sur l'entrepreneuriat. Maintenant que vous allez savoir attendre les entrepreneurs, les investisseurs ou entreprendre pour mieux vivre, c'est à vous de prendre cette décision. Nous sommes là, disposés à distribuer, à partager les connaissances que nous avons. Donc, ce que nous faisons, nous sommes ni militants, nous sommes ni politiciens. Nous sommes tout simplement des gens qui ont une vision, qui ont l'information sur les technologies, sur l'entrepreneuriat, sur le leadership et management. Comment vous pouvez gérer votre organisation ou votre entreprise. Donc, je pense que j'ai terminé là. Si vous voulez me contacter, ça, ce sont mes contacts. Il y a mon numéro de téléphone là-bas. Il y a mon email. Et je suis disposé, je reçois beaucoup de messages, et surtout sur Facebook, sur WhatsApp.
je réponds toujours. Je trouve toujours du temps pour répondre aux messages, mais ça doit être entre 9h et 17h30. Quand c'est après 17h30, je ne peux pas répondre au moins jusqu'à demain. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous êtes maintenant à mesure de faire le choix. Bozelaka, to, bobandaka, yabino moko. Voilà. Une question ou des questions? Et moi aussi, j'ai une question. Oui, allez-y. Bon, y a un papa qui m'avait posé la question de savoir. Il dit, mon fils informaticien, j'ai vu quelque chose dans la Bible, à l'Apocalypse 12, 13, évoluer un peu là-bas, que la concrétisation de ce qui est écrit là-bas sera fait grâce à l'informatique. Pourquoi l'informatique oblige que les gens aient donné les identités chaque fois? L'homme blanc vise quoi? Chaque fois, si vous voulez créer votre compte email, il faut donner les identités. Si vous voulez créer quelque chose, chaque fois, identité, connaissance faciale, tout ça, c'est dit à quoi? C'est ça la question que le papa m'avait posée et j'aimerais aussi partager avec vous pour avoir plus de détails par rapport à ça. C'est très simple. Ce n'est qu'une identité. Toi et moi, n'est-ce pas, nous collaborons tous les jours pour le centre? Oui, tous les jours. Bon, dans le centre, il y a les sites Internet, par exemple, Oui, où il y a des enseignements qui sont normalement payants, oui, parce que ce n'est pas gratuit. Des séminaires comme ça se fait, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais les enseignements proprement dits, c'est payant. Maintenant, si moi je crée ça, ça est dans mon serveur, pour que vous puissiez avoir accès, je dois faire quoi? Vous associer, n'est-ce pas? vous autorisez. Oui. Vous autorisez. Mais maintenant, si je ne mets pas ces barrières-là, si je ne vous autorise pas, vous serez à mesure d'entrer? Non. Non. Voilà pourquoi on met ces systèmes d'identification. Ce n'est pas pour en faire quoi que ce soit, c'est pour juste identifier que héritier a autorisation d'accéder à ça. Héritier n'a pas l'autorisation d'accéder à ça. C'est simplement une identification. Pour les emails, j'ai mon compte email pour me permettre de communiquer avec les gens. Imaginez que mon compte email, n'importe qui pouvait utiliser. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des voilà. ordres. Hein? Le monde, la vie est régularisée. C'est comme ça. Ça va créer du désordre. Moi, je ne vous envoie que des choses qui ont trait avec les enseignements, la science, la technologie. Quelqu'un d'autre va utiliser mon email adresse pour vous envoyer n'importe quoi. Vous trouvez ça correct? Non. Voilà pourquoi on fait ce système d'identification. C'est juste pour protéger. C'est pour protéger. Ce sont des identités. Vous ne pouvez pas aller dans la maison de quelqu'un, vous entrez comme ça sans que la personne vous donne la clé. C'est la même chose. Ce système-là que nous mettons nos noms, nos passwords, adresses, c'est pour vous identifier. Évidemment, les données-là sont utilisées par les gouvernements. Les gouvernements utilisent ces identités-là dans des entreprises pour faire le marketing. Vous verrez ici, vous êtes assis, comme cette semaine ici, vous étiez en train de regarder des téléviseurs, par exemple, à l'Internet. Vous verrez que d'autres compagnies qui vendent des téléviseurs vont commencer à vous envoyer des publicités.
C'est pour des publicités, pour des raisons de publicité. Ils vont commencer à vous envoyer pour que on sait que, ah, on a vu ce monsieur-là, il était en train de regarder des téléviseurs. Ce qu'il est intéressé à acheter un téléviseur. Nous aussi, on lui envoie nos propositions. Donc, ce n'est pas quelque chose à s'alarmer que on va faire quoi. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même dans des villages, quand moi j'ai grandi au village, jusqu'à l'âge de 6e des humanités, j'ai terminé ça en province. Je connais très bien la vie du village. Les chefs du village savaient du moins qu'il y a telle famille, il y a tel enfant, des choses comme ça dans la famille qui est née, ainsi de suite. Et on organisait, ils n'écrivaient pas, mais on savait qu'il y a autant de familles, autant de couples, autant d'enfants qui sont dans telle famille. Bien qu'on n'enregistrait pas, mais on savait que cet enfant, c'est l'enfant de tel. Il s'appelait ça. Ce n'est pas une identification, ça. C'est une identification. Bon, avec l'évolution, on a commencé à mettre ça sur les fiches d'identification. Et avec l'informatique, on a informatisé le tout. Donc, l'informatique a rendu les choses beaucoup plus faciles encore. Moi, j'entends au pays, là-bas, on souffre pour faire l'identification, il faut faire l'identification. Mais ici, l'identification, c'est quelque chose qui se fait à la seconde. À la seconde, avec votre téléphone portable ou votre laptop, vous mettez seulement dans le site du ministère de l'Intérieur, vous mettez votre nom, votre date de naissance. Pour nous qui sommes venus, quand est-ce que vous êtes né ici? Oui. Vous êtes blanc, noir? Oui. Noir d'Amérique, noir d'Afrique, des choses comme ça. Quelles sont les langues que vous parlez? Vous avez fait quelles études? Vous travaillez, oui ou non? Des choses comme ça. Là où vous habitez, vous êtes avec qui? Des choses comme ça. Et les données entrent directement dans le système. On n'a pas besoin d'aller circuler d'une maison à l'autre. Non, on ne sort pas. Hier, on a voté, on faisait le vote de maire de la ville, donc comme le gouverneur de la ville. Ça m'a pris 10 minutes. On fermait le bureau à 22 heures. Là, il fallait aller au bureau de vote, qui est juste derrière la maison. Je suis arrivé là-bas en moins de 5 minutes. J'amène seulement la carte de vote. On regarde mon numéro, on prélève, on écrit pour dire qu'il a voté. Sur le carnet, là, avec deux petits papiers, on a mis les noms des partis politiques. On ne met même pas les noms pratiquement des gens. Du moins pour les candidats de gouvernorat, oui. Mais le reste, on met simplement parti politique. Donc, tu vas seulement, tu coches, tu glisses dans une sacoche là. Ce n'est même pas des histoires compliquées. Et c'est fini. Le soir, on aura les résultats. Donc, ça aide à l'identification des gens. C'est très nécessaire. Et le gouvernement sait aussi que quand il y a autant de gens qui ont du travail, il y a autant de gens qui n'ont pas du travail, et ils essayent d'organiser des formations pour que les gens puissent aller suivre ces formations pour se créer du travail ou pour trouver du travail. Mais en général, en résumé, ici, l'État ne s'occupe pas de créer du travail. L'employeur, ici, c'est les gens comme vous et moi. Ceux qui ont des moyens, ils créent des hôpitaux, ils engagent des médecins, des infirmiers. Ceux qui ont des moyens, ils achètent ou ils prennent en crédit des voitures, ils font des taxis ou ils font des livraisons. Ceux qui ont des moyens aussi, ils créent des restaurants, ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce que vous voyez que les Indiens viennent faire chez nous et les Chinois. C'est ça le système ici. L'État s'occupe à créer des voies de facilité, le courant, l'eau,
de routes, des choses comme ça. Mais les bus, les trains, les avions, les taxis, ce sont des privés. Les restaurants, ce sont des privés. Des banques, ce sont des privés. Des compagnies de télécommunications sont des privés. Les assurances sont des privés. Donc, tout est privé, privé, tout privé. Voilà pourquoi leurs économies essayent d'aller de l'avant. Donc, quand vous avez cette connaissance sur l'entrepreneuriat, vous pouvez suivre la formation. Après la formation, vous avez des connaissances sur l'entrepreneuriat. Une idée vous vient, vous pouvez commencer à développer et créer votre entreprise et aller de l'avant. Il y a toute une formation que nous assurons c'est pour encourager les gens. Nous sommes vraiment en retard de ce côté-là dans les pays francophones. Mais dans les pays anglophones, c'est ça. C'est ça. Ici, vous pouvez voir quelqu'un avec une voiture Mercedes ou BMW. Derrière, là-bas, au coffre, vous allez voir, vous ouvrez, ce sont des boîtes de peinture, ce sont des brosses, hein, des choses comme ça. Il est peintre. Il a fait l'académie, je ne sais pas où est-ce qu'on apprend les décorations intérieures chez nous. C'est Académie des Beaux-Arts ou IBTP. IBTP. IBTP, oui. Voilà. C'est ça. Hein? Il a une grosse Jeep. Il est ingénieur. Mais derrière, là-bas, dans sa coffre, ce sont des matériels. Il va travailler. Donc, ici, c'est comme ça. Il faut créer, soit seul, soit à 2, soit à 3, soit à 4, ainsi de suite. Vous êtes étudiant, vous vous associez, vous avez votre idée, vous commencez à vous développer. Bon, ça, évidemment, c'est dans le cours que nous assurons. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent prendre des renseignements et puis on pourra leur former. On donne une réduction pour ceux qui s'inscrivent après les séminaires comme ça. Ils bénéficient d'une petite remise. C'est très important. Vraiment, je vous encourage à penser entreprendre. Je vous encourage. Nous chômons au pays à cause de ça. On attend les investisseurs. Voilà pourquoi on chôme. Des formations comme ça, si c'était au Kenya, Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, vous seriez plein dans cette salle. Vous seriez plein. Je regarde, j'ai des amis par-ci, par-là, on regarde. Dernièrement, j'ai intervenu comme ça à une université là du Nigeria. Ils étaient au moins 270. 270. Une université privée catholique au Nigeria. 270 candidats. Hein? Il y en avait même qui étaient dans des voitures, parqués dans la voiture en train de me suivre. Mais chez nous, non. Hein? Et pourtant, il y avait des centaines de messages. Oh, c'est très bien. Oh, en tout cas, on est intéressé. Vous répondez, quand est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Des choses comme ça. Depuis qu'on a mis cette publicité. Mais regardez combien sont présents. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On attend des investisseurs. Attendez, continuez à les attendre. Mais moi, je vous dis que en 85, quand j'ai terminé ma licence au pays là-bas, j'entendais ces mots-là. Mobutu nous disait qu'il faut attendre des investisseurs. Et jusqu'aujourd'hui. Et ces investisseurs, quand ils viendront, s'il faut qu'ils reviennent, ils viendront avec des technologies que je vous ai montrées là. Et où est-ce que vous allez trouver du travail? Mais si vous créez vous-même, vous évoluez petit à petit, vous devenez des investisseurs du pays, des nationaux. Il n'y aura pas ces problèmes de chômage qu'on a dans le pays.
Vous avez un choix à faire. Je suis clair? Oui, très clair. Il y a une question encore ou on termine là? Une question. Ouais, tout est clair. Tout est clair? Ok, Oui. ça va. Pour le reste, venez au centre, informez-vous, prenez vos engagements, avancez petit à petit. Nous savons la situation socio-économique du pays est vraiment catastrophique. Ce n'est pas très facile, mais nous donnons cette possibilité aux gens d'évoluer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est distribuer, partager avec les autres ce que je connais, ce que j'ai appris, ce que j'ai bénéficié ici. En retour, c'est seulement cette joie-là de partager. Parce que les frais qui entrent là-bas, c'est juste pour assurer le fonctionnement de votre système là-bas. Ça va? Alors, Rigen, tu as une question? Ah, d'accord. Tu as vu comment nous fonctionnons? OK. Tu vas t'informer davantage, tu vas apprendre davantage et puis tu vas t'habituer. Comment tu trouves ça? C'est vraiment très bon. Oh, c'est bien. OK, j'ai mis mes contacts, je reçois beaucoup de messages. Et si vous avez une question, ou vous pouvez écrire. Et je vais toujours recevoir ça et vous répondre aussi. Ça va? Oui, malheureusement, je vois que Héritier n'a pas prévu quoi que ce soit. Je pense qu'il y a de l'eau froide. Vous pouvez boire ne fût-ce que de l'eau. Hein? Ok, au revoir. Merci.